Comme je crois reconnaître quelques-uns d'entre vous, j'ai senti l'ambiance attentive et amicale qui correspond à vos traditions. Je ne sais pas vous décrire comment je le ressens. Je le ressens. C'est un honneur pour moi d'être devant vous. Vous le savez bien. Je suis uni à votre histoire par d'innombrables liens. Et je sens ce qui m'unit à vous, quelles que soient les circonstances, et nos opinions qu'il est bien normal que nous professions chacun à notre manière. Je partage ce goût pour la diversité, la pluralité, la contradiction avec vous. Mais je sens que notre pays va vers des moments très difficiles. L'Europe, une partie est engagée dans le monde, dont mains aspects restent cachés. Les États-Unis d'Amérique sont entrés dans une crise décisive pour leur histoire. Ils ont inondé le monde de papier-monnaie qui n'a pas la valeur du papier ni de l'encre qu'il y a dessus. Ils ont, pour le confort de leur situation, fait que la Chine s'est montée progressivement en première puissance productive du monde, derrière l'Europe, mais bien au-dessus des États-Unis d'Amérique. Si donc le monde cesse d'acheter du papier de dette des États-Unis d'Amérique, ils ne passeront pas de la première à la deuxième place, mais de la première place à la place où on paye à coût réel ce que l'on consomme, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis d'Amérique depuis des lustres, au moins depuis 1971, date à laquelle ils ont décidé de ne plus compenser le dollar par de l'or, c'est-à-dire par aucune valeur matérielle. Et dans cette situation, après la crise de 2008, ils ont vu arriver ce qui les effraie plus que tout. Les avoirs de la Banque centrale chinoise et de quelques autres se portant progressivement vers d'autres monnaies de réserve, et notamment l'euro. Tant et si bien que tout aussitôt, il leur a fallu se racheter à eux-mêmes 2500 milliards de titres de dette de l'État. Et nous, en Europe, nous faisons petite figure dès qu'il s'agit d'acheter les quelques titres de la misérable dette des Grecs. Nous confions ça aux banques, aux marchés secondaires, et nous allons d'une catastrophe à l'autre pour complaire aux visions étriquées du gouvernement allemand, qui vit dans une peur panique de l'inflation, puisqu'il pense, lui, représenter et défendre la petite coterie des rentiers vieillissants qui dirigent ce pays. Les États-Unis d'Amérique ont donc cherché la faille, et ils l'ont trouvée facilement. Les institutions européennes, le traité de Lisbonne, multiplient les failles, puisqu'il met les peuples en compétition les uns avec les autres sous la loi du libre-échange et de la compétition libre et non faussée. C'est là-dessus qu'on compte pour financer le rattrapage. M. Barroso l'avait dit. Ils ont trouvé la faille en Grèce. Ça arrangeait tout le monde de faire peur et d'avoir une démonstration de force possible à faire. Mais la situation leur a glissé entre les doigts. Et dorénavant, vous voyez tout en même temps se produire. Les États-Unis d'Amérique avançaient la main. En 2015, il y aura le grand marché transatlantique. Ça a été voté une demi-douzaine de fois. Abolition des frontières juridiques, fiscales, douanières entre les États-Unis d'Amérique et l'Europe. Et vous voyez d'ores et déjà, monsieur le secrétaire d'État aux finances des États-Unis d'Amérique participer à la réunion des ministres des Finances européennes. Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Il vient nous dire comment on doit gérer les finances européennes. C'est une mauvaise plaisanterie. Que ne s'occupe-t-il de gérer son pays? Sur la base de ce qu'il nous recommande à nous. On voit le président Obama participer non pas au sommet du G20, il y était, mais aussi au sommet des chefs d'État européens. Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Quelle est sa place? Vous voyez qu'il y a une partie qui se joue, on convoque des chefs d'État. L'italien, le grec, on humilie, on rabaisse. Tout ça nous conduit à des tensions gigantesques. Je vous l'ai dit pour commencer, c'est dans ce contexte-là que nous sommes. La saison des tempêtes est commencée. J'ai dit que c'était l'heure des caractères. On a pensé que je me décrivais. J'avais pas besoin. Je veux dire seulement qu'il faut avoir l'audace, quelle que soit, j'ose vous le dire, son opinion politique, de s'élever au-dessus des routines.
Je suis frappé de voir les élites dirigeantes, comme celles de l'Ancien Régime, répéter, comme pour s'y accrocher, leurs anciennes certitudes. Le libre-échange nous conduit au désastre, alors faisons plus de libre-échange parce qu'il n'y en a pas assez. La concurrence libre et non faussée produit d'un chaos infini, c'est parce qu'il n'y en a pas assez. Faisons davantage. Il faut s'élever au-dessus de ça. Il faut être capable d'inventer des horizons collectifs qui nous arrachent à cette situation. Sinon, ce sera la guerre. Les vieilles blessures sont cicatrisées, mais les os sont là. Et l'Europe se déchire toujours au même endroit. Depuis tantôt 2 siècles. C'est notre devoir de veiller à la paix et donc d'en réunir la condition initiale qui est l'égalité. Bien sûr, j'en parle avec fougue et véhémence. Je n'attends pas d'une soirée comme la nôtre des suffrages supplémentaires. J'y compte quand même, mais je ne le dis pas. Je me dis qu'une bonne campagne électorale est celle qui fait avancer les idées, qui donne le goût de réfléchir, de ne pas s'enfermer dans des certitudes. Et, encore une fois, pour la patrie, je précise toujours républicaine, pour la patrie républicaine des Français, je vous invite, étant la 5e puissance du monde, la 2e du continent, et très bientôt la première population, le premier territoire, nous avons des responsabilités individuelles et collectives devant l'Europe et devant le monde. Et il est très facile pour nous de les assumer. Plus facile que pour un Bolivien, un Tunisien, un Libyen, qui a 1000 fois moins de moyens que nous pour assumer cette responsabilité. À nous tous, je nous souhaite bonne République. Merci d'avoir participé. Alors la tradition de notre institution, vous le devinez, vous le subodorez, c'est que le grand maître dise un mot à la fin. J'ai envie, après vous avoir écouté, de rappeler des propos que j'ai tenus au convent du Grand Orient de France, en citant Thomas Mann dans La Montagne magique, quand il fait dire à un de ses personnages, qui est Ludovico Settembrini, la franc-maçonnerie n'a jamais été apolitique et si elle a cru l'être, elle s'est trompée sur sa nature. C'est pour vous dire que quand l'un des nôtres, et je ne parle pas de vous, s'engage dans le combat politique, nous pensons qu'il est dans une démarche qui est une démarche naturelle, qui est une démarche qui est fondée par le chemin initiatique, dans la mesure où ce chemin nous apporte un savoir et que ce savoir débouche obligatoirement sur un pouvoir qu'il est moral d'exercer, qu'il est moral de dire sa vision du monde, qu'il est moral de dire surtout la vision que l'on peut avoir de l'homme et de la femme dans la dignité qui leur est due, parce que la finalité est bien là, dans cette notion que nous avons de l'homme. En maçonnerie, je crois que, au-delà de nos pratiques rituelles, il n'y a évidemment pas grand-chose d'autre. Mais, pour vous faire plaisir aussi, j'ai envie de rappeler ce que disait Salvador Allende en 1970. Il faisait à ce moment-là sa campagne de président de la République, et vous voyez le rapprochement, il planchait devant la Grande Loge du Chili, et il disait que si la franc-maçonnerie n'est pas capable, en tant qu'institution, de se mobiliser pour défendre les valeurs qu'elle veut promouvoir, alors les francs-maçons seront toujours suspects de poursuivre des buts égoïstes. J'y crois profondément et devant certains avertissements que vous avez donnés, même si vous l'avez dit, tout le monde ici ne partage pas, non pas votre analyse, il est difficile de ne pas la partager, mais peut-être les solutions, je crois qu'il est important pour nous tous de prendre la mesure de cette responsabilité que vous avez dite pour les Français. Et plus encore, parce que si nous, francs-maçons,
ne savons pas prendre la dimension de notre pouvoir et de notre savoir, comme nous avons su prendre nos responsabilités dans d'autres conditions qui étaient soit révolutionnaires, soit au début du XXe siècle dans la fondation de certaines lois sociales, je crois que vraiment nous aurons manqué le coche parce que c'était votre conclusion et c'est la mienne. Nous ne sommes pas dans un débat politique, nous sommes dans un débat de société. Et que si nos politiques qui vont se présenter à la candidature ne savent pas qu'il faut élever le débat à cette dimension de l'homme dans son destin tragique, je crois que nous aurons perdu notre temps. Ce soir, je n'ai pas l'impression de l'avoir perdu, et finalement, dans les difficultés que je mène dans mon mandat, je crois que je ne peux que me réjouir d'être dans cette période, qui était une période que vous avez dite dangereuse, mais la franc-maçonnerie sait la dangerosité de sa propre démarche, et je crois que dans les incertitudes qui ont été dites, certains d'entre nous vont se manifester. Merci encore, j'ai dit.